Extraculasse. Bonjour à toutes les poditrices et poditeurs. Pour cet épisode de rentrée, nous nous sommes penchés sur un grand sujet du moment, l'intelligence artificielle en éducation. Et pourtant, j'ai souvenir que l'année dernière, tu n'étais pas très chaud pour un épisode sur le sujet. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? C'est vrai que je n'étais pas très convaincu il y a encore un an. Depuis, il y a eu un nouveau bond technologique avec l'irruption des IA génératives, comme ChatGPT ou Midjourney, pour ne nommer que. Alors, c'est vrai qu'on a pris le temps d'avoir un peu de recul sur le sujet. Et aujourd'hui, on peut légitimement se demander si ça peut changer la vie quotidienne d'un enseignant. Et si on n'est pas un geek comme toi, par exemple, sans vouloir te dénoncer, est-ce que tout enseignant peut y trouver son compte ? C'est tout le sujet de cet épisode à l'école de l'IA et on en parle tout de suite avec nos deux invités, Didier Roy et Yann Houry, qui nous ont rejoints à l'atelier Canopée de Mérignac et nous remercions d'ailleurs toute l'équipe de l'atelier pour son accueil. Didier Roy, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur associé à l'équipe Flowers d'INRIA, l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique, et au Learn Center de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Vous êtes spécialisé dans l'intelligence artificielle, l'optimisation des apprentissages et les transferts technologiques vers le monde de l'éducation. Alors, une petite question très rapide. Pour commencer, d'après vous, est-ce qu'on est en train de vivre une bascule avec les IA ? Alors, une bascule, sans doute pas, enfin en tout cas de mon point de vue, du point de vue de la recherche, mais une accélération, ça c'est sûr. Une accélération des choses, ça c'est sûr, avec plein de questionnements intéressants, mais dont on va parler par la suite. Yann Houry, bonjour. Bonjour Régis. Alors vous êtes professeur de lettres, actuellement directeur de l'innovation pédagogique et technologique au lycée français international de Hong Kong. C'est bien ça. Alors pareil, une question en 2 mots. Vous avez publié en 2016 un ouvrage intitulé « Un centaure à l'école » qui traitait de l'hybridation homme numérique, je vais le dire comme ça. En 2 mots, est-ce que ce titre ne serait pas encore plus d'actualité avec l'arrivée de l'IA en éducation ? Alors, en 2 mots, ça va être difficile, mais je vais essayer. Donc, en fait, oui, c'est un titre qui est toujours d'actualité, parce que je pense que l'image du centaure, vous savez, elle vient de Garry Kasparov, qui, au lendemain de sa défaite contre Deep Blue, s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on joue encore aux échecs ? Est-ce que ça vaut encore le coup de jouer aux échecs ? Et sa réponse était, en fait, il faut travailler avec la machine. Il ne faut pas lutter contre la machine, il faut travailler avec la machine. Et en travaillant avec la machine, évidemment, on est meilleur. Passons donc tout de suite dans le vif du sujet. Dans ce premier temps, intelligence artificielle, de quoi parle-t-on ? Dans cette première partie, bien sûr, ce qu'on a envie de faire, c'est de définir l'intelligence artificielle. Alors, Didier Roy, la gageure, c'est de le faire dans des termes et avec des exemples accessibles. Alors, dites-nous déjà peut-être quelques jalons historiques, culturels pour nos auditeurs qui découvriraient le sujet sur l'intelligence artificielle. Alors, en quelques dates, pour faire simple, en quelques dates, en 1950, Alan Turing se pose la question, est-ce qu'une machine pense ? C'est là où il a l'idée de son test, qu'on appelle donc le test de Turing. Si un humain ne peut pas distinguer les réponses d'une machine de celles d'un humain, ça veut dire que la machine, on peut considérer qu'elle est intelligente. Voilà le questionnement qu'il avait à l'époque. Ensuite, en 1956, là, on assiste à la création de l'expression intelligence artificielle à la conférence de Dartmouth aux USA et à la naissance officielle du domaine scientifique de l'intelligence artificielle. Ensuite, jusqu'au milieu des années 70, tout va bien, grand nombre de succès, beaucoup de financements, notamment de l'armée américaine qui s'intéressait à cette recherche. Puis, ce qu'on appelle dans les années, disons entre 1974 et 1980, ce qu'on appelle le premier hiver de l'IA, c'est-à-dire que là, il y a de grandes déceptions. On avait promis monts et merveilles, et puis on se rend compte que finalement, c'est pas si fantastique qu'on l'avait imaginé. Les crédits s'arrêtent. Ensuite, entre 80 et 87, il y a une petite période de reprise, notamment due au succès commercial de ce qu'on appelle les systèmes experts, qui sont liés à un développement être capable de reproduire le savoir-faire d'experts dans différents domaines, etc. Donc ça marchait très très bien, et ça a permis d'avoir cette espèce de printemps de l'intelligence artificielle. Mais ensuite, entre 1987 et 1993, en gros, on a un deuxième hiver de l'intelligence artificielle. Non mais je vais arrêter avec les hivers, c'est promis. Et parce que là, de nouveau, il y a des déceptions, on s'était emballé, et voilà, etc. Puis, à la fin des années 1990, il y a le renouveau de l'IA.
Et là, on va rentrer dans une période plutôt faste de l'IA, avec l'arrivée dans les années 2000 du triomphe, l'avènement, on va dire, de l'apprentissage automatique, et qui existait depuis longtemps, mais on n'avait pas encore la puissance suffisante pour les ordinateurs et la quantité de données nécessaires pour pouvoir les faire fonctionner. Pour terminer, en 2010, l'avènement de l'apprentissage profond, le fameux deep learning, et puis dans les années 2020, l'émergence des IA génératives. Voilà, pour refaire rapide. Alors là, on a l'impression qu'on est dans une sorte de printemps, ou peut-être ou d'été, vous nous le direz. Déjà, peut-être donc une définition de l'intelligence artificielle. Est-ce que déjà ce terme, il est vraiment pertinent? Disons moyennement pertinent. Pour le moment, on l'utilise, donc on va faire avec. Mais on pourrait, il n'est pas vraiment question d'intelligence si on regarde dans le détail. En ce qui concerne la définition, alors c'est assez marrant. Si on fait une recherche, par exemple, sur Internet, donc ce que j'avais fait, on trouve par exemple 10 millions de résultats en français et environ 250 millions en anglais. Donc le sujet est quand même de premier plan. Moi, j'ai envie de proposer. Alors j'ai deux définitions que j'utilise souvent, mais il y en a plein. Il y en a beaucoup qui sont satisfaisantes. Moi, je suis plutôt favorable à des définitions simples qui permettent d'englober tout ce dont on va parler. La première définition que j'ai, c'est la science de faire réaliser par des machines des choses qui demanderaient de l'intelligence si elles étaient faites par un humain. Ça, cette définition vient de Marvin Minsky, qui faisait partie de la fameuse conférence de Dartmouth en 1956. La deuxième, qui pour moi est complémentaire et tout aussi simple, c'est l'intelligence artificielle désigne des algorithmes simulant ou ayant des points communs avec certaines des capacités d'intelligence des êtres vivants. Et vous voyez que là, on a, en plus de l'homme, on l'a élargi aux êtres vivants, parce qu'on a aussi beaucoup à apprendre des animaux en particulier. Mais là, c'est pas le sujet. Donc, pour simplifier, on pourrait dire, pour terminer, que l'intelligence artificielle permet de simuler des capacités humaines, comme la perception, la reconnaissance de formes, d'images, de sons, la traduction automatique, etc. Yann Oury, vous vous êtes intéressé aussi aux aspects culturels. Il y a un aspect, je pense qu'il faut qu'on l'aborde, parce que dans le grand public, on en parle beaucoup, c'est ces questions d'intelligence artificielle faible et forte. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, avec plaisir. Alors c'est vrai qu'on distingue souvent les deux, l'intelligence faible ou intelligence étroite, en fait, dont la capacité se résume à exécuter une tâche, et une seule tâche. Alors un peu à la façon d'un radio-réveil, mais sur des tâches peut-être un peu plus complexes, comme jouer aux échecs. Mais une IA qui sait jouer aux échecs ou une IA qui sait jouer au jeu de Go ne sait que jouer aux échecs ou au jeu de Go. D'où l'idée d'IA étroite ou faible. Et on oppose cette notion à l'IA forte ou IA générale, qui serait l'équivalent de l'intelligence humaine et qui serait capable de tout faire, en fait. Et c'est celle-là qui alimente aussi beaucoup de peur qu'on trouve dans les médias et qui nourrit les inquiétudes. Cette IA qui serait en mesure de dépasser l'homme et de dominer le monde. Mais ça relève de la science-fiction encore pour le moment. Didier Roy, oui, vous souhaitez réagir? Oui, je voudrais juste compléter par les deux grands domaines d'intelligence artificielle pour bien faire comprendre comment tout ça a évolué. J'en ai parlé tout à l'heure dans les repères historiques. Eh bien, justement, historiquement, la première intelligence artificielle, les mauvaises langues disent la vieille IA, d'ailleurs, c'est pas très sympa, c'est l'IA qu'on appelle symbolique. Parce que cette IA-là, le principe, c'est que ces algorithmes appliquent des règles qui ont été créées par les humains. Elles reproduisent un raisonnement. Et donc, on les retrouve, elles reposent sur la logique, on les retrouve à l'origine des systèmes experts, on les retrouve aussi à l'origine de Deep Blue qui avait battu Kasparov, dont parlait Yann tout à l'heure, et qui va être... elle apprend pas, celle-là. Elle apprend pas. Et donc, elle a montré des limites. Par exemple, si vous la mettez dans des situations où on n'a pas pu définir toutes les règles, elle sait rien faire. Par contre, quand on est spécialiste, on fait appel à un expert qui peut définir toutes les règles, on a quelque chose qui marche formidablement bien. Ensuite, la deuxième grande catégorie d'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle, et là retenez votre souffle parce qu'il y a un petit peu de vocabulaire, ce qu'on appelle l'IA numérique, qu'on appelle aussi l'IA statistique, mais qu'on appelle aussi l'apprentissage automatique, et on l'appelle encore l'apprentissage machine, et en anglais, le machine learning. Attention, interro à la fin de l'émission. Et donc, la particularité de cette IA-là, c'est que cette fois, les algorithmes, ils apprennent par eux-mêmes, ils font des calculs de statistiques et de probabilités, donc ils n'ont pas de règles absolues. Ils font des prédictions, ils font des prévisions, des expertises. Je vous prends par exemple un exemple, l'usage de ce type d'intelligence artificielle pour analyser des radiographies, pour essayer de voir des évolutions de maladies que l'humain n'est pas capable de voir. Un autre exemple, le désherbage agricole.
Vous voyez comment on fait un robot pour pouvoir éliminer les mauvaises herbes. Voilà, ben ça, l'IA symbolique peut pas le faire. Les règles sont beaucoup trop compliquées. Et puis pour faire marcher un robot, c'est trop compliqué. On peut pas définir toutes les règles. Alors que si on lui met des algorithmes d'apprentissage automatique, eh bien cette fois, il va apprendre par lui-même, par essai-erreur, etc. Yann Oury, une question sur les IA qui nous ont amené, il faut le dire, à faire cette émission, les fameuses IA génératives qu'on retrouve beaucoup en ce moment et dont on parle beaucoup. J'ai vu que ça vous avait fait dire que c'était une forme de démocratisation de l'usage des outils informatiques. Pourquoi et comment Alors effectivement, vaste question. Pourquoi une démocratisation ? Alors, je crois que le premier élément de réponse, ce serait qu'en fait, ces IA, on les guide en fait avec du langage naturel, c'est-à-dire qu'en fait, on utilise le vocabulaire de tous les jours, des formules de tous les jours. Alors que en fait, je sais pas moi, si vous êtes sur macOS ou Linux, vous avez un terminal, ou sur Microsoft, donc Windows, vous utilisez les lignes de commande DOS, vous avez une syntaxe à apprendre, vous avez du vocabulaire à apprendre, mais là vous utilisez le langage que vous connaissez pour donc c'est facile en fait, c'est accessible à tous, on écrit un prompt. Alors évidemment, si le prompt n'est pas très développé, le résultat... Pour ceux qui nous écoutent, ils savent peut-être pas ce que c'est qu'un prompt. Voilà. Pardon. Oui, effectivement. Alors, ce qu'on appelle le prompt, c'est la phrase que vous écrivez pour spécifier votre demande à la machine, en fait. Donc, vous écrivez un prompt, c'est vous qui demandez ce que vous voulez, en fait. Donc, vous écrivez une phrase. Par exemple, si vous utilisez donc une IA générative, alors ce qu'on appelle les IA génératives, ce sont les intelligences artificielles en mesure de produire du texte ou des images, ou même du son. Maintenant, on peut faire de la musique avec de l'intelligence artificielle. Donc, tout commence avec quelques mots. En fait, c'est un côté un peu biblique. C'est, au début, était le verbe. Donc, on dit ce qu'on veut et puis l'IA crée pour vous. Alors, effectivement, donc ce prompt, si on ne travaille pas un minimum, on risque d'avoir un résultat qui est peu satisfaisant. Mais vous pouvez quand même essayer. C'est-à-dire qu'en fait, vous utilisez, je sais pas, une IA comme Midjourney ou DALL-E, par exemple, et vous écrivez que vous voulez un château fort. Vous écrivez je voudrais un château fort, ou même un château fort tout court. Un simple groupe nominal fera l'affaire, et puis vous verrez le résultat. C'est assez rigolo. Pour rebondir sur ce que vient de dire Yann, il y a quelque chose qui est à remarquer, c'est que cette notion de prompt dans les IA génératives, ça remet sur le devant de la scène quelque chose qu'on avait un petit peu perdu de vue, c'est le langage, c'est la façon de s'exprimer, parce que pour obtenir le meilleur d'une IA générative, il faut lui parler de la meilleure façon possible. Et d'ailleurs, quand on questionne par exemple une IA comme ChatGPT, on se rend compte que dans ce qu'on lui dit, si on la met en position d'expert de quelque chose, en lui précisant, imaginons que tu sois expert ceci et cela, la qualité des réponses en ressent, elle est bien meilleure que si on la questionne naïvement. Donc c'est important la façon dont on s'adresse à elle. Et c'est quand même assez chouette que on a cet apport de la langue qu'on avait peut-être un petit peu délaissé depuis longtemps. Alors, on va rentrer dans le détail de ce qu'on peut faire avec cet outil. Et c'est vrai que le parti qu'on a pris dans cette émission, c'était de se dire que les IA étaient un outil dans l'éducation. On va essayer de voir comment on peut l'utiliser. Il y a quand même une question éthique. Alors, on ne va pas l'épuiser là tout de suite, mais peut-être vous pouvez nous en dire quelques mots, Yann. Oui, très volontiers, Hélène. En fait, tout à l'heure, Didier a parlé de l'hiver, de ce double hiver que l'intelligence artificielle a connu. Et aujourd'hui, c'est plutôt l'été. Non, le printemps, parce que ça fleurit, en fait. C'est le premier temps, en fait. On a l'impression d'être au début de quelque chose, en fait. On compare souvent aussi cette période à l'éclosion d'Internet. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui a précédé donc l'éclatement de la bulle .com et donc cette époque où il y avait un site par jour qui apparaissait, c'était assez fabuleux. Il y avait une émulation assez fascinante et cette émulation on l'a aujourd'hui en fait. Et on peut faire énormément de choses avec. Les possibilités sont incroyables en matière d'éducation, parce que c'est votre question. C'est qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que l'enseignant peut faire avec ça. Je crois que la première des choses que les enseignants ont perçu, c'est peut-être la création de quiz. En fait, on a été très très nombreux à s'amuser à ça, c'est-à-dire à demander par exemple à ChatGPT de produire un quiz.
Et donc, on peut très bien aujourd'hui imaginer le scénario suivant, c'est-à-dire que on dit à l'intelligence artificielle, quelle qu'elle soit, ça peut être ChatGPT, mais ça peut être Bard aujourd'hui, il y en a plein. Et donc, on peut lui demander d'aller consulter une page web, par exemple sur Gallica, et puis de lui demander de créer un quiz correspondant à la page qui a été lue. Ce qui fait que si vous ambitionnez de demander à vos élèves de lire cette page et que vous voulez ensuite interroger leur compréhension, vous pouvez très bien leur demander de répondre au quiz qui a été généré par l'IA. On va pas le traiter dans l'émission, mais peut-être quand même en dire un ou deux mots, on peut pas passer à côté. Quelles sont les grandes questions éthiques, sans vouloir les résoudre et en dire plus, que l'un ou l'autre voyait autour de l'usage de ces IA en éducation notamment? J'ai juste envie d'évoquer trois aspects. La protection des données, évidemment, hein, bien sûr. Bon, mais ça, elle est générale. Cette question est générale. Ensuite, ne pas oublier que tout ce qui concerne l'intelligence artificielle contient des biais, et des biais qui sont très importants. Donc, il faut aussi en parler, il faut aussi se renseigner. Et je crois, pour ma part, je pense que c'est important de partager les connaissances du fonctionnement de l'IA aux enseignants, de partager avec les enseignants, avec les élèves et avec les parents. C'est-à-dire, je crois beaucoup à cette notion de transparence en disant, voyez comment ça fonctionne, voyez pourquoi ça peut être biaisé pour telle et telle raison, notamment la qualité des jeux de données, etc., la provenance, et ainsi de suite. Donc voilà, pour moi, les 3 points qui méritent attention. Yann ? Oui, juste pour confirmer, en fait, hein, le premier conseil que je donnerais à un jeune enseignant ou une jeune enseignante, ce serait de manipuler ces IA génératives. C'est d'essayer, c'est de jouer avec. Et par exemple, quand on essaie de faire, quand on veut demander à Midjourney de produire une image, par exemple, moi je voulais un enseignant, par exemple, qui travaillait avec ses élèves, au plus près de ses élèves, parce qu'il travaillait par groupe, et donc il agissait un peu comme tuteur, mon enseignant. Vous voyez, j'ai dit il parce que peut-être que c'est pas un biais. Voilà, j'avais déjà un premier biais, mais en fait, en plus je l'avais écrit en anglais, ce prompt, et de fait il y avait pas cette détermination masculin féminin, mais systématiquement les images que j'obtenais, c'était un homme un peu avec un côté un peu paternaliste. Cet homme était plutôt âgé, ce qui évidemment ne pose pas tellement de problèmes pour ce qui me concerne, mais il était blanc, et donc c'est ça, ces biais ils sont là systématiquement. Et j'ai envie aussi d'ajouter une notion alors qui est pas directement liée à l'éthique, encore que, mais qui mérite attention, c'est que il faut pas oublier que ces IA génératives, et que c'est de l'apprentissage automatique, donc l'IA numérique, ce sont des statistiques, des probabilités. Il faut pas y chercher une vérité. Ça, c'est vraiment le piège dans lequel on peut tomber, parce que elle s'exprime tellement bien que ça a l'air vrai. Je sais pas si moi j'ai été frappé par ça au tout début. Je me dis mais c'est pas vrai, avec un culot monstre, des trucs qui sont complètement faux. En fait, se souvenir que à partir du moment où ce sont des statistiques, ça veut dire vraiment là je schématise complètement. Imaginez que vous avez 10 possibilités pour l'IA de faire un choix, et ces 10 possibilités sont chacune à 10% de pertinence. Imaginons. S'il y en a une qui passe à 10,1%, l'IA peut la préférer, sachant que les 90% qui restent, en gros, sont peut-être beaucoup plus pertinents, beaucoup plus justes. Donc on voit bien là qu'il peut pas y avoir de notion de vérité. À l'inverse de l'IA symbolique dont je parlais tout à l'heure, qui elle repose sur des règles, des connaissances très précises. Je vous propose qu'on passe dans la deuxième partie de l'émission qu'on a intitulée IA et apprentissage en classe. Alors l'idée de cette partie, c'est de montrer un petit peu pourquoi et comment l'IA, même si on a commencé déjà évidemment à l'évoquer, est une opportunité d'ouverture sur ces questions d'apprentissage et de pédagogie. Peut-être avec un premier point, Didier Roy, et on en entend beaucoup parler dans beaucoup de solutions, notamment numériques, sur les IA pour personnaliser les apprentissages. Oui, alors juste pour vous en dire 2 mots, parce que j'ai travaillé pas mal là-dessus. L'idée, c'est d'utiliser des algorithmes qui vont permettre de suivre le travail des élèves et qui vont leur proposer à chaque moment ce qui semble le plus pertinent pour les faire progresser. Donc comment ça fonctionne en quelques mots, hein, pour en dire quelques mots. Revenons à ce que c'est faire, par exemple, un bébé. Vous le mettez dans une pièce et vous lui mettez plein d'objets, voilà.
On a l'impression, logiquement, il n'a pas à manger, il n'a pas besoin de manger, il a pas froid, qu'il va rien faire de spécial. En réalité, il fait une foule de choses. Alors, on se dit, il fait n'importe quoi. En réalité, il fait pas n'importe quoi. Il apprend 1000 choses. Donc, il va explorer son environnement, il va exploiter des choses qui vont lui fournir de l'apprentissage. Vous allez voir où je veux en venir. Je dis pas ça pour rien. Et donc, en fait, le parti qui est pris, nous, dans l'équipe de recherche Flowers, c'est de dire que ce qu'il y a derrière tout ça, il y a un moteur naturel de motivation qu'on dit intrinsèque, qui est la curiosité. À partir du moment où on est curieux, d'ailleurs Einstein le disait, on lui disait, mais comment vous faites? Quel est votre don? Il disait, j'ai pas de don, je suis simplement curieux. Et c'est vrai qu'à partir de la curiosité, on peut vraiment se mettre en route sur le chemin de la connaissance. Donc, ce qu'on a fait dans l'équipe, c'est utiliser cette notion de curiosité naturelle pour l'implémenter dans des algorithmes d'intelligence artificielle, pour qu'on puisse, là aussi, explorer des situations nouvelles, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va proposer un certain nombre d'activités à des élèves, et on va explorer, dans la situation réelle où ces élèves font ces activités, ces exercices, par exemple, on va explorer leurs résultats. Et on va explorer, et au bout d'un moment, on va voir qu'il y en a qui procurent un gain d'apprentissage. Donc là, on va exploiter ce type d'exercice en disant, ah ben là, tiens, ça l'aide. Hein? Et puis à partir du moment où ça l'aide plus spécialement, on va passer à autre chose. Ça revient un petit peu au bébé qui explore sa pièce, vous voyez l'idée. Et l'IA qu'on utilise là, c'est ce qu'on appelle de l'apprentissage par renforcement. C'est-à-dire que, à chaque fois que ça va lui procurer un gain d'apprentissage, on va renforcer en disant, ah, ok, c'est bon, on est vraiment sur le bon chemin. Et quand ça procure pas d'apprentissage, on va, au contraire, donner ce qu'on appelle en intelligence artificielle une récompense négative. C'est paradoxal, mais c'est le langage. Et donc, vous voyez que par ce principe-là, on va pouvoir permettre de personnaliser l'apprentissage au plus près de l'élève. Et alors, quel est le rôle de l'enseignant là-dedans, du coup? Alors oui, c'est fondamental de le rappeler. C'est-à-dire, c'est pas du tout destiné à remplacer un enseignant. Parce que premièrement, moi j'étais enseignant longtemps, je peux vous garantir qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle capable de faire tout ce que fait un enseignant. Il va bien au-delà de ce que propose l'intelligence artificielle. Là où ça peut aider, c'est par exemple pour des temps de différenciation pédagogique. Imaginez la situation, l'enseignant veut pouvoir personnaliser davantage qu'il peut faire, alors pour le coup là aussi avec des élèves particuliers, où il veut pouvoir les accompagner plus individuellement. Donc il va créer un temps d'apprentissage numérique, on va dire, sachant que pendant ce temps d'apprentissage numérique, les élèves vont être pris en charge par cette IA qui va leur permettre d'avoir la progression la meilleure qui soit. On a fait des expérimentations qui fonctionnent bien. Et pendant ce temps-là, l'enseignant, ça va lui dégager du temps pour avoir une relation plus individuelle avec chaque élève et avec aussi les élèves qui ont des besoins particuliers. Mais ce sont des temps donnés. Ça remplace pas du tout le travail d'un enseignant. Là, on est du côté, on va dire, d'une application qui utiliserait l'intelligence artificielle. Si je reviens aussi de l'autre côté, et de votre côté, Yann-Oury, avec les usages de ces intelligences artificielles génératives qui sont faites en classe, vous en évoquiez un tout à l'heure, un quiz. Peut-être d'autres exemples très concrets. Là, je suis enseignant, je prends ma classe. Qu'est-ce que je peux faire de ChatGPT pour ma classe? Je vais continuer avec l'exemple du quiz. Parce que ce quiz, en fait, si on demande à ChatGPT de faire un quiz, on a un quiz, mais il n'est pas directement exploitable. Parce qu'en fait, si on veut que l'élève fasse le quiz, il faut lui donner sous une forme qui soit intéressante à manipuler pour qu'on ait ensuite des données, par exemple, pour voir si les résultats sont positifs ou ne le sont pas. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on demande à ChatGPT de produire le quiz. Il vous produit le quiz. Alors, évidemment, il faudra toujours éditer un petit peu le résultat. Il faudra modifier parce qu'en fait, Didier l'a dit tout à l'heure, mais une IA, ça contient des biais. Ça peut aussi, surtout avec ChatGPT 3.5, ça l'est moins avec la version 4, mais ça peut halluciner, ce qu'on appelle les hallucinations. Donc, ce sont des inventions. Donc, l'IA vous dit n'importe quoi, en fait, toujours sur ce modèle statistique, en fait, basé sur les données d'entraînement. Mais enfin, bref. Vous produisez ce quiz, donc vous le modifiez un petit peu, ensuite et vous voulez l'exploiter. Alors on peut s'amuser à l'exploiter de différentes façons. Moi, les essais que j'avais faits, c'était par exemple pour l'exploiter donc dans Kahoot ou dans Google Forms. Donc en fait, vous demandez à l'IA de vous procurer un joli tableau que vous allez pouvoir mettre dans un fichier Excel par exemple ou Google Sheets. Ensuite, par différentes façons, vous pouvez importer ça donc directement dans Kahoot ou dans Google Forms et ça vous produit
aujourd'hui des quiz. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est d'imaginer que en fait vous produisiez plusieurs quiz, c'est-à-dire qu'en fait vous allez vouloir tester les élèves, vous allez leur proposer des tests, des évaluations, et vous voulez par exemple différencier, pour revenir à la question de la personnalisation, de la différenciation. Et puisque ChatGPT peut s'exécuter en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, demandons-lui 10 quiz différents. Vous allez pouvoir comme ça différencier très très facilement. Enfin, il y a une puissance qui est assez intéressante, même si tout n'est pas parfait. On l'a vu, il faut éditer les quiz parce qu'ils contiennent des erreurs, et puis donc il faut relire. Mais on a là une perspective de possibilités intéressantes. Alors d'autres usages, peut-être. Alors pour des gens moins experts aussi sur ces outils-là, d'autres propositions qu'on peut faire, peut-être aussi avec les IA génératives d'images, par exemple. Oui, avec les IA génératives d'images. Alors, je prends toujours l'exemple de mon collègue en classe de primaire avec des CE2 qui a demandé à ses élèves de générer des cartes postales. Et j'ai trouvé la séance pédagogique absolument géniale, parce que donc les élèves travaillaient en groupe. Parce que ça, c'est un point que j'adore mentionner aussi. La technologie n'isole pas les élèves. Il ne faut pas imaginer des élèves fixés sur leur écran toute la journée, ignorant superbement le voisin. Là, ils sont invités à travailler ensemble. Donc, ils écrivaient leur carte postale. Donc, la carte postale, le texte de la carte postale sur leur cahier de brouillon. Et ils devaient écrire un deuxième texte. Et ce deuxième texte devait permettre de générer l'image de la carte postale. Donc, ils l'écrivaient ensemble, toujours au brouillon, donc toujours à la main. Et une fois que ce prompt était écrit pour générer l'image, alors on utilisait ce prompt pour générer l'image. Et donc, on avait l'autre côté de la carte postale. Et ce que j'aimais beaucoup dans cet exercice, à part le plaisir qu'il y a à générer l'image, je pense que c'est un plaisir assez similaire à celui de la photographie quand il fallait s'isoler dans une chambre noire et qu'on voyait l'image apparaître au fur et à mesure. Là, quand on est sur ce type d'IA, en fait, ça dépend de la vitesse de la connexion, mais des fois on voit l'image apparaître d'abord grossièrement et puis les choses se précisent. C'est toujours un moment assez plaisant. Mais ce qui m'avait fasciné dans cet exercice, c'est que en fait, on demandait aux élèves d'écrire 2 fois. En fait, ils avaient le texte de la carte postale, mais ils avaient le texte permettant de générer l'image. Et ce que j'avais aussi beaucoup aimé, c'était la suggestion d'un élève qui m'a dit « Mais monsieur, est-ce qu'on va faire les timbres aussi ?» Et j'y avais pas pensé. On n'y avait pas pensé. Ni l'enseignant ni moi n'y avons pensé. Donc, en fait, une séance pédagogique se perfectionne toujours aussi dans la pratique avec les élèves. Donc, un deuxième conseil, ce serait d'expérimenter, d'essayer, et puis on voit ce que ça donne. Et les élèves sont force de proposition. Et donc, la génération des timbres, c'est pareil. Il faut un prompt, il faut écrire. Donc, les élèves écrivent. Plus qu'avant, pour le fait. Alors moi, j'avais envie d'évoquer, en complément de ce dont vient de parler Yann, la question d'évaluation, parce que ça s'est beaucoup posé quand ChatGPT est arrivé sur le marché. Beaucoup d'enseignants, enfin il y avait deux parties dans les enseignants. Certains qui disaient ça y est, je peux plus travailler comme avant, parce que les évaluations ne vont plus fonctionner, les élèves vont s'en servir, et ça c'est sûr qu'ils vont s'en servir. Et donc comment je vais faire ? Il faut l'interdire. Enfin, il y a eu cette tendance forte là. En fait, alors moi mon opinion, je suis pas le seul à le penser, c'est que c'est pas possible d'empêcher d'éviter ChatGPT, c'est complètement illusoire. Et il y a d'autres enseignants qui ont dit alors du coup, il faut que je repense le truc, c'est-à-dire je vais faire plus de choses en classe, et puis pourquoi pas, là on a l'exemple à travers de tout ce dont nous a parlé Yann, de ce qu'on peut faire avec, pourquoi pas s'en servir pour accompagner ce qu'on fait avec les élèves. Et j'irais même un tout petit peu plus loin, parler d'IA en classe, c'est aussi immanquablement, notamment l'IA numérique, donc l'apprentissage automatique. Dedans, il y a l'apprentissage. C'est parler de comment ça fonctionne. C'est parler, par exemple, d'essais-erreurs. Ça paraît tout bête, mais parler d'essais-erreurs aux élèves, c'est leur rappeler que c'est valable aussi pour eux. C'est-à-dire que ces IA qui fonctionnent par essai-erreur, eux aussi, ils ont le droit de faire des erreurs. Et que ne pas faire d'erreurs, c'est certainement ne pas apprendre aussi. On ne peut pas apprendre sans en faire. Donc ça, c'est un aspect aussi intéressant que l'IA va remettre sur le tapis, en disant, regardez comment ça se passe dans une IA, c'est aussi regarder comment on fonctionne, nous aussi, et comment les enseignants aussi fonctionnent. Donc c'est une question plus large et très intéressante. Oui, en fait, je pense aussi qu'il y a un point vraiment intéressant à mentionner, c'est l'utilisation des IA comme tuteur personnel. C'est-à-dire qu'en fait, si l'enseignant peut se reposer sur une IA pour disposer
j'allais faire du franglais, je suis désolé, d'un facilitateur, d'un accompagnateur, d'un coach. Je suis désolé, je retrouve pas le mot français, mais c'est une fabuleuse opportunité parce que vous pouvez avoir un travail avec un certain groupe d'élèves et vous pouvez demander à l'IA de s'occuper de l'autre groupe d'élèves qui va travailler donc avec ce tuteur personnel et ça règle d'ailleurs ça va régler un très vieux problème qui avait été identifié par Benjamin Bloom en 1984, qui est le problème à 2 sigma, en fait, qui en gros nous dit quoi? Que en fait, une classe d'élèves qui bénéficierait d'un tuteur, en fait, ces élèves sont 2 fois meilleurs, 2 sigma en fait, que les élèves qui sont en classe traditionnelle. C'est-à-dire que on sait comment faire progresser les élèves, mais on n'avait pas forcément le moyen de le faire. C'est-à-dire qu'en fait, mettre un tuteur pour chaque élève, c'est pas possible. Mais là, avec l'IA, on va avoir cette possibilité. Et vous avez peut-être entendu parler donc de Salman Khan qui a présenté il appelle ça Khan Amigo, donc son tuteur qui est jamais que ChatGPT en fait, mais un tuteur éduqué pour l'éducation en fait. Donc un tuteur éduqué pour ne jamais vous donner la réponse par exemple. C'est-à-dire que si vous demandez à votre tuteur donne-moi la réponse, il va vous dire non attends, je vais t'aider, je vais te donner des indications, etc. Et donc ça revient aussi à dire que l'enseignant est toujours indispensable parce que je crois que l'éducation est un phénomène extrêmement, la pandémie l'a montré, mais extrêmement social en fait. On n'apprend pas tout seul, on n'a pas envie d'apprendre tout seul, encore moins toute la journée sur son écran. Mais on a besoin de la machine pour effectuer certaines tâches, pour accompagner les élèves, pour différencier, pour dégager du temps et être disponible pour un groupe d'élèves par exemple. Didier. Oui, et pour prolonger ce dont vient de parler Yann, j'ai envie d'évoquer le logiciel Adaptive Math qui a été développé dans le cadre du partenariat d'innovation et intelligence artificielle. Alors pourquoi j'en parle? Parce que tout simplement on a travaillé dessus, donc voilà. Et ce dispositif utilise 2 algorithmes d'intelligence artificielle. Donc celui qui a été développé chez Flowers de personnalisation des apprentissages par suivi individuel de ce que font les élèves. Mais il y a aussi c'est combiné un autre algorithme d'apprentissage qu'on appelle les algorithmes de clustering, qui est développé par l'équipe MOCA du LIPSIS à Paris, et qui, lui, va faire des regroupements. C'est-à-dire, pendant que les élèves travaillent, il va voir des similitudes, il va faire de ce qu'on appelle, non barbare, l'apprentissage non supervisé, c'est-à-dire qu'il va autoriser l'IA à voir des similitudes, à faire des recoupements entre ce que font les élèves, etc. Ce qui va permettre à l'enseignant, dans un tableau de bord, de voir un petit peu comment les élèves progressent à leur rythme, mais aussi de voir ceux qui peuvent avoir des problématiques qui se ressemblent, des difficultés. Et donc, c'est vraiment un outil à la disposition de l'enseignant. Peut-être avant de passer à la suite, une toute petite question, Yann, sur aussi le travail qu'on peut faire sur l'esprit critique autour de ces IA et peut-être notamment travailler sur les biais dont vous avez parlé avec les élèves pour qu'ils soient avertis finalement dans ces usages-là. En fait, comme l'a dit Didier, cette IA, donc elle contient des biais et ça va être une excellente occasion de travailler avec les élèves là-dessus. Parce qu'en fait, on sait que, par exemple, un enseignant, quand il prépare un cours ou quand il corrige ses élèves, il apprend des choses. C'est extrêmement formateur, en fait. Et on peut, avec ChatGPT, avoir cette occasion-là de mettre l'élève dans une posture d'enseignant, c'est-à-dire vous lui donnez un travail généré par une intelligence artificielle et vous dites, allez, corrige-moi ça, en fait, examine-moi ça, cherche les biais, cherche les erreurs factuelles, qu'est-ce qui pourrait être complété, qu'est-ce qui est mal formulé, parce que des fois, dans la version 3.5, la structure du texte, elle est un peu caricaturale. Tout d'abord, ensuite, enfin, pour conclure. Donc c'est pas terrible. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et donc, on a là une excellente occasion de générer du texte à tire-larigot pour pouvoir entraîner nos élèves. C'est du pain béni, en fait. Et donc, on va pouvoir avoir cet esprit critique. Si je devais avoir une inquiétude en ce qui concerne l'utilisation de l'intelligence artificielle, ce serait que les élèves l'utilisent pour argent comptant. Et il y a qu'à voir le nombre de gens qui ont pensé que le pape se baladait en doudoune Balenciaga dans la rue ou que Trump ait été arrêté pour voir qu'effectivement on a besoin d'éduquer les gens. Bon, l'éducation sur l'image, c'est pas nouveau, mais il va vraiment falloir remettre ça sur le tapis.
Ce qui m'inquiète en fait, pour apporter quand même le volet inquiétude, parce que on est tous très très intéressés par l'IA, mais il y a aussi des points qui sont peut-être un peu plus délicats. Mais c'est le fait qu'on va passer, comment dire ça, d'un outil. Parce que souvent, on compare les ordinateurs, les machines, les téléphones, tout ça, à des outils, donc des choses qu'on manipule, on leur demande de faire des choses. Et là, on va passer à des outils qui vont devenir des conseillers, des partenaires, en fait, qui vont nous dire quoi faire. On a déjà cette relation à la machine quand on utilise un GPS. Le GPS nous dit, tout tourne là. C'est ce que j'ai fait pour venir et je m'exécute sans jamais questionner, d'ailleurs, la machine. Et vous êtes arrivé. Mais il va falloir questionner la machine. Parce que, en fait, c'est nous qui sommes aux commandes. On a parlé du prompt tout à l'heure et donc, il faut, on reste maître de la machine. Alors, je vous propose qu'on passe au troisième temps de cet épisode, IA et développement professionnel de l'enseignant. Et là, l'idée, c'est de réfléchir de quelle manière l'IA peut transformer le métier d'enseignant, peut-être, peut lui apporter une assistance et puis aussi transformer sa pédagogie. Yann, en quoi est-ce que, selon vous, les IA peuvent amener à repenser sa pédagogie au-delà de l'utilisation au-delà de ce qu'on a vu tout de suite ? Sur ce qui se passe dans la classe, en fait, on a parlé de la différenciation tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, ce que je vois bien, c'est donc une articulation de la réflexion, à la fois technique, qu'est-ce que peut faire la machine pour moi, et évidemment pédagogique, comment je vais l'utiliser en classe. Et dans l'exemple, par exemple, de la dictée, vous pouvez demander à ChatGPT de vous générer des dictées qui sont personnalisées, c'est-à-dire qu'en fait, vous vous dites, alors pour ce public d'élèves précis, je veux telle quantité de mots, je veux tel vocabulaire, je veux tel temps verbal, etc., telle longueur. Donc, et donc, vous allez pouvoir produire plusieurs dictées. Là où la magie opère, c'est que vous allez pouvoir demander à une autre IA de les enregistrer pour vous, avec des résultats qui sont de plus en plus probants. J'ai pas encore franchi le pas, j'ai pas encore osé, mais on peut aussi cloner sa voix. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment que vos élèves retrouvent le velouté de votre voix, apparemment vous pouvez, mais je n'ai pas encore fait l'expérience parce que je trouve ça encore un petit peu inquiétant. Donc je m'en remets aux enregistrements qui me sont proposés. Mais c'est possible. Et qu'est-ce qui se passe ? Donc vous avez vos dictées, elles sont au format audio et vous pouvez les donner à vos élèves. Vous pouvez faire des groupes. Et qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là ? Eh bien, ces dictées enregistrées au format MP3, vous pouvez très bien les assigner à tel ou tel groupe d'élèves, mais vous pouvez très bien vous dire, OK, tel autre groupe d'élèves, soit il n'y a pas besoin de dictée, je ne sais pas si ça existe des élèves qui n'ont pas besoin de dictée, mais enfin, c'est un autre débat, soit il y a des élèves qui ne sont pas en mesure de les faire, c'est-à-dire que des fois, vous récupérez dans votre classe des élèves qui parlent pas français, par exemple, j'en ai eu plusieurs, ça m'est arrivé par le passé, et ça n'a aucun sens de donner une dictée, même une petite dictée, et au contraire, vous pouvez lui proposer un soutien qui relèverait plus du FLE, et au moment où vous différenciez, ou au moment où vous donnez des choses un peu pour tout le monde, eh bien, vous dégagez du temps. Oui, ça veut dire, si je lis en sous-texte, c'est qu'au-delà du fait on comprend le gain de temps, de générer des dictées, générer des quiz, il y a toujours ce soubassement pédagogique, et c'est là que l'enseignant, la plus-value est là pour l'enseignant, qui gagne du temps peut-être pour d'autres élèves, mais qui oblige aussi à réfléchir, vous le disiez tout à l'heure Didier, sur réfléchir à l'évaluation, c'était une grande question. Donc il y a toujours la pédagogie qui reste au centre de tout ça. Oui, absolument, oui. Y compris sur la question de l'évaluation. Par exemple, les neurosciences ont montré que si on fait une comparaison entre, par exemple, 8 périodes d'études, 8 séances d'enseignement, ou alors 6 périodes d'enseignement et 2 tests, 2 évaluations, ou alors 4 périodes d'enseignement suivies de 4 tests. La plus efficiente, la plus efficace, en fait, c'est la troisième option, c'est-à-dire en fait l'alternance d'études et de tests. Et plus vous pouvez tester, plus vous pouvez donner du feedback, plus vous pouvez vous assurer que les choses ont été comprises, et meilleure va être la rétention, meilleurs vont être les résultats, en fait. Et donc, et vous me voyez venir avec mes gros sabots, c'est-à-dire qu'en fait, créer des tests, ou même dégager du temps pour créer ces tests, ça prend du temps, justement. Et là, l'IA peut vous accompagner, justement.
Didier, sur cette question de la modification finalement peut-être du métier d'enseignant avec ces outils, qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai déjà évoqué un peu la question tout à l'heure. Je trouve qu'un effet un peu inattendu, moi que j'ai découvert dans des formations, c'est justement tout ce questionnement sur ce que je suis en train de faire en tant qu'enseignant. C'est en disant comment je fonctionne. Ah ben tiens, d'un coup, je vais plus pouvoir évaluer de la même façon. Et ce qui au départ est une contrainte et vraiment une gêne pour les enseignants, ça va devenir quelque chose qui va permettre de créer une réflexion sur sa propre pratique, d'avancer, de se poser des questions nouvelles. En se disant, ah ben tiens, je peux plus faire le travail à la maison que je faisais avant. Bon, déjà, il y avait déjà de l'aide. Mais là, carrément, ah ben tiens, il y a des élèves qui se servent de ChatGPT pour faire ça et ça. Ah ben, comment je peux faire? Et essayer de, comme dit l'autre, de ces mystères nous échappent, feignant d'en être les organisateurs, de dire, bon, ben, écoutez, vous connaissez ChatGPT, eh ben, on va en faire quelque chose. Donc, on peut jouer aussi avec ça. Il y a le célèbre questionnement en sciences qui était intéressant, c'était de dire, comment est-ce qu'on fait pour faire la différence entre un œuf de vache et un œuf de poule? Maintenant, il se fait plus avoir. ChatGPT, il a appris de ça. Mais au début, quand j'avais posé la question, et donc là, il se démonte pas. Il dit, d'abord, l'œuf de vache est plus gros que l'œuf de poule. Vous voyez? Mais alors, il dit en pleine apparence n'importe quoi, mais on voit la logique qui est derrière. Il y a une logique dans ces données. Par exemple, peut-être que il a examiné dans ces données que plus l'animal est gros, plus sa descendance est grosse, etc. Et alors, au moment où on lui dit, ah non, mais les vaches, tu es sûr que ça fait des œufs? Il dit, ah non, je suis désolé, il s'excuse beaucoup, il s'excuse très très souvent, il est poli. Bon. Et donc, non. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va parler d'œufs de vache imaginaires. Donc il y a tout un monde étrange qu'on connaît pas, quoi. Donc il parle et il continue son raisonnement, mais pour être sûr, maintenant il est tranquille puisqu'il parle d'œufs de vache imaginaires. Bon, vous voyez, bref, on peut jouer aussi avec. C'est vrai qu'on se pose beaucoup la question du vrai et du faux, mais en fait là, ce que ça réhabilite, c'est une forme d'imaginaire qu'on peut travailler avec ces outils-là. C'est pas un outil de vérité ou de vérification, pas tellement, mais c'est un outil de création formidable. Je vois que vous voulez réagir, Yann. Oui, je voulais réagir sur plusieurs points. C'est vrai que ChatGPT est affreusement obséquieux, c'est insupportable. Et d'ailleurs, nous, on a une tendance à faire pareil. Il a une petite tendance à l'emphase aussi. Oui, il a plein de défauts, en fait. Il a plein de défauts. Non, je voulais revenir juste sur la question des devoirs, en fait, parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on peut plus faire. Et je pense que peut-être un point qui serait intéressant à aborder aussi, c'est ce conseil qui a souvent été donné de passer au système de la classe inversée. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites les leçons à la maison et puis les devoirs en classe. Et en faisant de cette façon, vous êtes certain que le texte qui sera produit a été produit par l'élève, en fait. Donc ça, c'est une des solutions qui ont été proposées. Peut-être encore une question sur... Parce qu'on l'a dit, mais les enseignants qui nous écoutent n'ont peut-être pas mis les mains dans le cambouis. Et vous le disiez, Yann, en tout début d'émission. L'intéressant, c'est vraiment de tester. Parce qu'on dit là, ça reste peut-être un peu abstrait, mais je conseille vraiment d'aller tester quelques prompts pour voir comment la magie, entre guillemets, peut opérer, parce que c'est pas de la magie. Je vois Didier Roy qui me fait attention. Non, c'est de la statistique. C'est vrai. Mais sur d'autres exemples, vous nous parliez de gain de temps pour la classe, de rédiger un mail, même, je crois, des choses un peu polémiques comme les commentaires des bulletins, par exemple. Oui, alors on va pouvoir gagner beaucoup de temps, que ce soit sur les mails, par exemple. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est assez fabuleux quand vous voyez ce que propose Google, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir vous retrouver dans une situation qui serait OK, j'ai été absent pendant 3 jours, j'ai pas eu le temps de lire tous mes mails. Donne-moi un résumé des mails les plus importants ou d'un fil de discussion et fais-moi apparaître les points saillants que j'aille directement à l'essentiel. Donc, et pareil avec l'écriture, en fait, quand vous avez un mail un peu administratif ou pourquoi ne pas s'en remettre à ChatGPT. Pour les bulletins, c'est la première chose que j'avais essayé de faire parce que ça m'a vraiment amusé. Parce qu'en fait, vous pouvez très bien construire une feuille de calcul. Donc là, c'était avec Google Sheets et puis mettre un peu de ChatGPT dedans. Et de fait, vous allez pouvoir générer des observations qui s'enfilent comme ça très 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 rapidement en donnant quelques mots clés. Donc le prénom, par exemple, les notes, encore quelques mots clés. Oui. Et alors évidemment, ça peut être un petit peu polémique parce que ça a quelque chose de... c'est un peu inquiétant. C'est-à-dire que si on écrit des choses
par la machine pour la machine, ça n'a pas de sens. On pourrait très bien imaginer une situation où finalement les élèves font leurs devoirs avec ChatGPT, puis les profs les corrigent avec ChatGPT. Mais peut-être que on aura du temps pour faire quelque chose d'un peu plus intéressant, mais je ne sais pas. C'est-à-dire qu'en fait, souvent la prose qu'on lit dans les bulletins est une prose un peu convenue en fait, et c'est là que ChatGPT va exceller, c'est-à-dire à reproduire nos propres biais, nos propres habitudes. Et donc, oui, si les bulletins générés par ChatGPT sont pas très bons, c'est peut-être parce que parfois nos bulletins sont pas très bons non plus. Mais blague à part, en fait, il faut imaginer l'intelligence artificielle comme un assistant d'écriture, par exemple comme un moyen de lutter contre les affres de la page blanche, par exemple. Vous pouvez très bien demander à l'IA de vous générer quelques idées ou de produire un brainstorming pour vous, pour vous mettre le pied à l'étrier. En fait, vous savez pas comment commencer. ChatGPT génère moi la première phrase et puis vous continuez. Ou alors vous lui demandez au contraire de vous donner quelques commentaires sur le paragraphe que vous avez commencé à écrire en fait. Et peut-être, le tout, c'est de toujours garder un regard critique sur ce qui a été généré, bien sûr, par l'IA générative. Évidemment, toujours. Moi, je m'en suis servi pour analyser des PDF que j'avais en souffrance depuis longtemps, d'une documentation. Puis j'ai demandé à l'IA générative d'examiner, de me faire un résumé de chaque truc. Et donc, c'est vraiment super pratique. J'ai gagné beaucoup de temps, mais j'ai tout vérifié parce que j'avais pas confiance. Donc, quand même, ce regard critique, il doit être permanent sur ces IA génératives. Il y a plein d'intérêts, il y a plein de choses super intéressantes à faire, mais il faut toujours se dire, c'est pas la vérité. Il faut vérifier. Un dernier mot, Yann, avant de passer à la dernière partie. Un dernier exemple. Oui, parce qu'en fait, on va gagner énormément de temps, mais même pour vos vacances, par exemple. Alors, si vous voulez programmer une sortie scolaire avec vos élèves ou une sortie scolaire pour vous, familiale, vous pouvez demander à l'intelligence artificielle de vous donner les éléments à aller voir, en fait, les lieux importants à aller voir dans une ville. Vous pouvez lui demander aussi les coordonnées géographiques, en fait. Et c'est assez rigolo, d'ailleurs. Vous pouvez aussi lui demander de vous exporter ça au format KML, qui est le format qui est lisible par Google Earth, vous savez. Donc, vous avez un fichier que vous allez pouvoir mettre dans Google Earth et vous allez avoir votre trajet comme ça que vous allez pouvoir exploiter. Si vous, dans le cadre d'une sortie scolaire, vous le partagez avec les parents, c'est de la classe. On sent bien qu'on pourrait faire une deuxième émission, peut-être l'année prochaine, tellement il y aura sûrement besoin. Ça évolue vite, effectivement. Alors, on entre dans une dernière partie de l'émission qui s'appelle l'inspiration des invités. Et on vous a demandé de préparer librement pour découvrir un petit peu qui vous êtes derrière le micro. Alors, peut-être commencer par Didier Roy. Oui, alors c'est un exercice délicat parce qu'on a envie de citer beaucoup de choses. Donc on devait en citer une, alors je vais en citer deux du coup parce que j'ai eu du mal à faire un choix. Donc moi j'ai envie de suggérer peut-être la lecture de deux livres que notamment il y a Ada d'Antoine Belot. Ada, qui est, juste pour résumer, sans vous dire le détail de ce qui se passe, bien sûr, c'est un policier, ça se passe aux États-Unis, un policier de l'ancienne école, spécialiste dans la recherche des personnes disparues. Et puis un jour, sa mission, c'est rechercher une intelligence artificielle qui a disparu de là où elle était stockée dans l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et un autre livre qui s'appelle Une machine comme moi, de Ian McEwan. Et alors lui, c'est une nouvelle race de robots humanoïdes qui arrivent dans les maisons. Donc voilà deux lectures, moi, que je conseille, qui sont intéressantes. Et l'autre aspect que j'avais envie d'évoquer, c'était une question qui revient assez souvent, c'est concernant le contrôle de l'IA. Et donc, en fait, bien garder en tête que, et notamment c'est intéressant de partager aussi ça avec les jeunes, c'est que les IA ne feront que ce que l'homme veut bien qu'elles fassent. Et à ce sujet, il y a un dessin humoristique que j'ai en tête, que je trouvais assez rigolo. C'est une bête brassage d'un réseau informatique. Bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est une boîte dans laquelle il y a plein de câbles partout. Et puis, il y a une vitre, et sur la vitre, il y a marqué, en cas d'attaque, casser la vitre et arracher les câbles. Pas perdre de vue que c'est nous qui devons avoir le contrôle et qui l'avons. Merci. Yann, côté inspiration ? Alors c'est marrant, on ne s'est pas consulté avec Didier, mais moi aussi je vais parler de lecture en fait, parce que et en plus en fait c'est même pas 2 recommandations que je vais vous donner, c'est 3. Parce que j'ai vraiment pas pu choisir. Mais là où l'inspiration peut trouver une certaine unité en fait, c'est que aujourd'hui
ça peut être assez intimidant d'essayer de se tenir au courant. Parce que tous les jours, il y a 30 articles à lire. Et donc, au bout d'un moment, c'est insupportable, on se sent débordé. On se sent même peut-être parfois un peu écuré. En fait, il y en a trop. Vous savez, quand il y a trop à manger, trop à boire. Et dans ce contexte-là, retrouver le temps long de la lecture, enfin, je veux dire de la lecture longue, c'est-à-dire des livres, pas des articles, ça peut être très, très reposant. Alors, évidemment, je vais vous donner des titres en rapport avec l'intelligence artificielle. Et je pensais par exemple à La plus belle histoire de l'intelligence qui a été écrit par Stanislas Dehaene et Yann Lequin. Et le livre, en gros, est divisé en deux parties. Une première partie sur l'intelligence, l'histoire de l'intelligence humaine, et puis l'autre plutôt faite par Yann Lequin sur l'intelligence artificielle. À propos d'intelligence artificielle, il y a un très beau livre aussi de Daniel Handler qui s'appelle Intelligence artificielle, intelligence humaine, la double énigme, publié récemment chez Gallimard. C'est passionnant. Et pour finir, un dernier ouvrage, mais juste dédié à l'intelligence, pas forcément l'intelligence artificielle, mais l'intelligence humaine, parfois l'intelligence des dieux. Ça s'appelle Les Ruses de l'intelligence, de Marcel Estienne et Jean-Pierre Vernant, qui parle de la métisse des Grecs, en fait. Vous savez, la ruse qui est celle d'Ulysse, la ruse de la déesse métisse, évidemment, que Zeus avale. La ruse de renard aussi, c'est la même. Hein. Et donc, c'est intéressant que toute cette histoire d'intelligence artificielle nous amène à nous interroger sur notre propre intelligence. Alors, comme nous allons gagner beaucoup de temps grâce à ChatGPT, nous allons avoir le temps de lire toutes ces recommandations et nous vous en remercions. Ce qu'on peut retenir, c'est que nous ne sommes pas encore dans Matrix, on peut encore débrancher quelques câbles, que la curiosité est un moteur naturel, mais aussi artificiel, si je comprends bien, on peut enseigner la curiosité à une machine, et on attend le prochain hiver à ce moment-là. Merci, un grand merci Didier Roy et Yann Oury d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Merci. À l'école de l'IA, un épisode Parlons pratique préparé et animé par Régis Forgione et Hélène Audard. Réalisé par Romuald Herrero. Avec l'appui technique de Julien Bousson de l'atelier Canopé de Mérignac. Montage et mixage Simon Gattegno. Coordination de production Luc Taramini, Hervé Thury et Magali Devance. Directrice de publication Marie-Caroline Missire. Suivez-nous sur extraclasse.réseau-canopé.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour écouter tous les épisodes dès leur sortie. Une production Réseau Canopé 2023. Vous répétez à personne ce que je vais vous dire là, mais est-il vrai que Didier Roy a sa statue à l'entrée du village où il est né? Eh bien, ChatGPT m'a répondu ça je ne sais pas, mais c'était tout à fait possible. Extraclasse.